bienvenue sur cette dernière table ronde de la journée. Donc on va parler de cas d'usage. Donc la mobilité, la santé, l'eau, la data, il y a au cœur des cas d'usage. Donc là on va aller vraiment plus dans le concret. Bon, on a déjà été bien concret aujourd'hui, mais là on va aller dans le concret, donc avec nos participants qui vont présenter des cas d'usage, mais pas que. Alors aujourd'hui, l'IA, ça permet d'aller beaucoup plus loin dans les cas d'usage. Et donc là, on va s'attarder plutôt sur la thématique de l'eau, de la mobilité, de la transition écologique, de la santé, pour voir justement comment on traite des cas d'usage sur ces sujets qui sont des sujets à enjeu. Donc je présente du coup les intervenants. Donc Pierre Trille, directeur de mission transition numérique à la région Occitanie. Sandrine Maton, chef de service ingénierie de la donnée à Toulouse Métropole. Christophe Audouin, délégué régional Sud-Ouest Méditerranée Suez et aussi vice-président du pôle de compétitivité Aqua Valley. Et Rémi Biwis, directeur de mission data IA à IT Novem, qui est une filiale de la SNCF spécialisée dans la data. Ça va, je ne me suis pas trompée. Donc on a pas mal de cas d'usage différents sur des sujets qui sont vraiment à enjeu. Et l'idée de cette table ronde, c'est d'aller à la fois dans une vision assez opérationnelle et à la fois stratégique sur le traitement de la donnée. Donc Pierre, à la région Occitanie, on a voté cet été une nouvelle stratégie, la première stratégie régionale de l'IA. Donc comment concrètement on décline cette stratégie sur le territoire, notamment pour les politiques publiques, sur les sujets de transition écologique, de mobilité, d'eau, dont on va parler aujourd'hui. Alors en effet, Carole Delga, présidente de région, a confié à Marc Stuhlmann, élu délégué au numérique pour la région, le soin de structurer une stratégie régionale de l'intelligence artificielle qui a quand même l'immense mérite d'être la première, qui couvre tout le spectre des sujets qu'on devrait aborder ensemble et qui fixe une ambition pour un territoire d'intelligence artificielle responsable, avec la particularité d'avoir mis le terme intelligence artificielle au pluriel. Parce que ça n'est pas que génératif, hein, c'est souvent beaucoup plus compliqué que ça, et les cas d'usage le démontrent. L'Occitanie, c'est un territoire qui, depuis un moment déjà, Equitia est bien placé pour le savoir, place un certain nombre de valeurs à la remorque, ou plutôt en attribut de ce qu'on peut appeler la data et l'IA. Donc le principal, c'est l'IA de confiance. On a un centre d'excellence mondial, osons le mot, à Toulouse sur ce sujet, avec Anity, qui travaille d'ailleurs en collaboration étroite avec les universités de Montpellier et au-delà, Perpignan, etc. Donc c'est pour nous un moteur qui a justifié de bâtir une stratégie en 3 volets. Un volet économique au sens large, puisque dans notre acception, l'économie, c'est le monde de la recherche, c'est le monde de l'entreprise, à l'interface desquels on trouve le monde de l'innovation, qui est un enjeu en soi, et le monde des compétences, que ce soit au travail ou quand on recherche du travail. En deuxième axe, on a choisi de réfléchir, en tout cas de fédérer des initiatives autour de l'impact de l'IA dans nos sociétés, le côté social, sociétal de l'IA, et en particulier au travers des notions d'éthique, de cadre éthique nécessaire, à travers des notions de citoyenneté. Il y a des initiatives qu'il faut souligner à Montpellier, au Sicoval bientôt, et ailleurs, qui mettent les citoyens au cœur de réflexion de l'IA dans la ville ou de l'IA dans les usages quotidiens. Et aussi, et là ça nous concerne au premier chef, l'IA au travail. Parce que l'IA au travail, c'est une réalité qui arrive, on le sait, on voit des alternants, des jeunes, etc. Enfin aujourd'hui, les tables rondes précédentes ont beaucoup souligné, hein, par exemple, le besoin de canaliser les IA génératives au travail. Ça percute les métiers. On a des opérateurs de compétences qui sont là et qui travaillent branche par branche, métier par métier, pour définir ces impacts qui ne sont pas noirs ou blancs, 1 ou 0, mais qui sont des gradients. Et puis un troisième enjeu, parce que pour nous aussi, nous régions, avec des services, avec des politiques publiques, on doit intégrer de l'IA. Et donc c'est le troisième, l'IA pour appliquer aux politiques publiques. Donc je pourrais évidemment rentrer dans les détails de tout ceci, mais je pourrais tenir 1 heure là-dessus. On va avancer, on y reviendra, je pense, un peu plus tard. Sandrine Maton, à Toulouse Métropole, justement, là on parlait des métiers. Ça a pas mal justement de percuter l'IA, j'imagine, sur les métiers et la collectivité et son rôle justement pour aller traiter des cas d'usage. Donc comment ça se passe à Toulouse Métropole justement pour traiter des cas d'usage? Quel parcours vous mettez en place en fait pour traiter les cas d'usage, utiliser ou non de l'IA? Et est-ce que les métiers justement sont mis en relation avec la direction numérique? Bonjour, donc, tout commence par la relation entre le métier et le numérique, et entre l'usage, le besoin et la technicité. Donc effectivement, dans des cas d'usage, au départ, on était plutôt parti Big Data, et puis petit à petit, dans les cas d'usage Big Data, on intègre des algorithmes d'IA quand ils sont
pertinent. Et toute la relation se fait effectivement entre le métier et la technique informatique pour savoir de quoi ont besoin le métier, pour connaître le cœur du métier, puisqu'en informatique, on espère bon en informatique, mais en revanche, on n'est pas bon en stationnement, on n'est pas bon en climatologie, on n'est pas bon en lutte contre le gaspillage alimentaire, on n'est pas bon en surveillance de l'énergie. Et ça, on a besoin de nos collègues dans les métiers, dont eux, ils sont très bons sur ça. Mais en revanche, en technique informatique, ils sont moins bons. Donc c'est la rencontre de ces compétences qui fait que, eh bien, on arrive à générer des cas d'usage, des outils pour les aider dans leur quotidien. Donc sur la surveillance, sur la prédictivité, sur l'extrapolation de sujets de calcul, ou parfois juste la puissance de calcul pour arriver à faire des tâches qui étaient juste inatteignables parce que ça demandait trop de temps. Je pense particulièrement à ce qu'on fait sur l'analyse des délibérations au regard des déclarations d'intérêt des élus pour essayer de détecter les potentiels conflits d'intérêts. Ce n'est pas de l'IA, c'est la puissance de calcul. Mais aujourd'hui, on sait faire ça en 2 heures, alors qu'avant, juste, ce n'était pas possible. Donc voilà, c'est vraiment tout ce travail qui se fait main dans la main avec le métier pour déterminer de quoi ils ont besoin et puis avoir leurs compétences, leur technicité pour pouvoir l'intégrer et la mettre en 0 et en 1, comme disait Pierre. Merci. On viendra après sur le détail. J'aimerais justement entendre Christophe Audouin sur la data utile. Là, on commence un peu à aller sur ce sujet-là. Comment ça se passe justement sur les sujets de l'eau ? Choisir la bonne donnée, partager de la donnée aussi entre collectivités et privés. Quels sont les enjeux ? Comment ça se passe ? Comment c'est perçu par la collectivité ? Je vais vous donner un cas très concret comme ça, du terrain. Donc, vous savez que depuis 2022, en tout cas, on fait face à des épisodes de sécheresse assez importants avec des arrêtés pour économiser. Au niveau de Suez, je pourrais parler du pôle après. Au niveau de Suez, on vient de faire le bilan. En fait, on a réussi à économiser 220 000 mètres cubes. Alors, je sais pas, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est une ville de 30 000 habitants. Et grâce à cette économie, en fait, on est passé. L'été a été un peu moins dur cette année, mais c'était quand même pas facile partout. Et donc, il n'y a pas eu de coupure d'eau. Alors, comment on arrive à ce résultat ? C'est justement en utilisant dans les métiers des technologies numériques, des technologies d'IA. Si je balaye très rapidement le cycle de l'eau d'une collectivité, maintenant, la plupart des maisons sont équipées avec des compteurs communicants. Ça veut dire qu'on peut avoir accès, autant l'habitant que l'opérateur, à la donnée en temps réel. Avant, c'était une relève tous les 6 mois. Donc on savait, donc difficile de piloter la conso. Et on va appliquer, à partir des centres de recherche et aussi de sociologues, des modèles pour pouvoir alerter les gens sur les fuites, en fait. Donc on modélise les cycles de consommation d'eau, et quand ça se décale, on envoie une alerte, ce qui permet de réparer les fuites plus vite. Sur les réseaux, c'est un petit peu pareil. Il y a des capteurs. Alors on a à peu près, je pense on doit être à 4000 capteurs sur les réseaux connectés. Donc ces capteurs sont connectés à des modèles, à de l'IA en fait aussi, pour mesurer les fuites et les réduire. Et si on va dans les usines, il y a aussi des systèmes. Donc on a orienté sur l'économie d'eau. Voilà. Donc c'est un élément d'adaptation, je suis passé vite, mais c'est un élément d'adaptation. Il y a beaucoup de techno dans nos métiers. Si je regarde le pôle de compétitivité, donc, qui est un pôle mis en place par l'État, qui travaille beaucoup avec la région, notamment il va y avoir un contrat de filière sur l'eau, on va parler de digital. Dans les métiers du pôle, il y a 260 adhérents, il y a des PME, etc. Il y a beaucoup de numérique. Et en discutant tout à l'heure, avec le CNES, pour ne pas les citer. Quand on discute avec le spatial intervient aussi, et donc le spatial, on sait que c'est du numérique, sur notre façon de gérer un système d'eau, de nous adapter au changement climatique. Voilà, je ne vais peut-être pas être trop long. Ça marche, merci. On y reviendra justement. Rémi Biwis, donc à IT Novem, finalement l'objectif c'est de traiter une grande quantité de données. Tout à fait. En fait, nous, on est une filiale du groupe SNCF. Donc, on a été créé en 2016. Historiquement, on était directement au sein de la SNCF. Puis, on a été mis plutôt dans une filiale. L'idée, c'était de pouvoir centraliser des compétences vraiment sur la partie, donc, dans un premier temps, data, puis IA. C'est des profils qu'on n'arrivait pas forcément à intégrer facilement au sein du groupe SNCF, puisqu'il y a un enjeu fort de recrutement sur des profils qui sont très rares finalement en France. Donc on a passé ce cap en 2016 et on s'est lancé dans une stratégie progressive vers le cloud finalement, avec des tentatives plus ou moins fructueuses au début sur ces sujets-là.
sujet-là. Mais l'idée, c'était de pouvoir proposer donc, un data lake SNCF, finalement, où on centralise toutes les données du groupe SNCF. L'idée derrière, c'est de pouvoir faire le traitement des données centralisées, donc plus de mise en qualité des données qui est faite par les métiers à droite à gauche, mais vraiment d'avoir une gestion centralisée de la donnée et puis pouvoir proposer après de la donnée mise en qualité à tout le groupe pour faciliter la gestion des cas d'usage naissants. Et donc cette stratégie, donc dans un premier temps, elle était orientée Big Data. Ensuite, elle s'est orientée progressivement vers l'IA, puisque le groupe a pu tester finalement plusieurs technologies d'IA, et notamment récemment d'IA générative. Et donc sur la même idée de stratégie, nous avons créé donc une plateforme industrialisée où on permet d'avoir accès, par exemple, à plusieurs types d'IA générative. Et l'idée de cette plateforme qui est modulaire, c'est de pouvoir se dire, pour un cas d'usage, finalement, quelle est la solution d'IA qui répond le mieux à ce cas d'usage précis. Puisque pour certains cas d'usage, on n'a pas forcément besoin de la même performance. D'une, et l'idée, c'est de pouvoir faire aussi le lien avec donc, du coup, de l'open source, majoritairement. Donc quand on peut, on fait de l'open source pour être propriétaire finalement de ce qu'on fait et rester maître de ce qu'on fait. Et puis après aussi de pouvoir utiliser des solutions propriétaires dans nos cas d'usage. Voilà. Merci. Justement, là vous abordez le sujet de l'IA versus cas d'usage. Est-ce qu'on a toujours besoin de l'intelligence artificielle? Qu'est-ce qui fait, en préparant la table ronde, je me suis pas mal fait le schéma de la poule et de l'œuf en fait, entre l'IA, la data, le cas d'usage, qui vient en premier et qui influe sur quoi? Qui veut rebondir là-dessus? Alors moi je veux bien. En tant qu'institution, la région, il faut bien comprendre qu'on est un grand ensemble qui, globalement, finançons, dans le meilleur des cas. Je vais prendre un exemple précis, sur un projet qu'on ne finance pas. Comme ça. Si vous voulez améliorer un service médical, le service médical, c'est-à-dire le parcours patient, le diagnostic, la prise en charge aux urgences, etc. Si globalement, vous voulez avoir l'impression qu'on va améliorer un service médical, nous allons devoir accompagner le cœur de filière, c'est-à-dire les acteurs de l'IA, les capacités en calcul, les centres de données, les centres de calcul, les labos de recherche. Bref, le cœur de filière pour monter des algorithmes de confiance ou pas, etc. Nous allons devoir soutenir l'émergence qu'on appelle nous la deep tech, c'est-à-dire des toutes petites boîtes qui sortent des labos et qui vont, par exemple, monter un assistant intelligent de parcours patient. Et dans le même temps, on va devoir accompagner l'ensemble de la filière santé, souvent en partenariat avec elle, pour bâtir des feuilles de route, des trajectoires qui, à terme, vont arriver à un résultat permettant un truc très palpable, qui est l'amélioration du parcours de soins. Mais on voit bien que dans cet exemple, l'IA, la data, etc., interviennent à des étapes différentes, avec des acteurs différents, des enjeux différents, des temporalités différentes, des technos parfois différentes. Tout ça pour arriver à un seul objectif, qui est au sein d'un CHU, Montpellier en l'occurrence, améliorer le parcours vécu par le patient. Donc voilà, c'est pas que l'IA ou la data, c'est la totalité du spectre des acteurs et des systèmes qui doit être impacté. Sandrine, est-ce que vous voulez réagir? Oui, parce que quand on avait effectivement préparé la table ronde, on se disait, bon, la poule, l'œuf, moi j'avais dit, c'est la poule. Et la poule, pour moi, c'est le service qui a besoin, qui a un besoin. Donc ça peut être effectivement améliorer le parcours santé, mais ça peut être tout à fait autre chose. Et c'est à partir du moment où le service décrit son besoin, il dit, voilà, moi, il faut que tu me fasses tel truc. Et là, on cherche toutes les données directes et connexes qui sont liées à son sujet, pour pouvoir les remonter, les avoir, les automatiser quand on peut. Parfois on ne peut pas, mais on essaye quand même de les automatiser et trouver le bon algorithme qui est le plus pertinent pour répondre à son besoin. Donc voilà, donc c'était vraiment, à chaque fois on part du besoin et on essaie de décliner toutes les données existantes, parce qu'on essaie quand même de trouver celles qui existent, et puis dans une collectivité ou dans une institution, on est quand même plutôt assez fourni en données. Éventuellement, parfois, il faut en créer, mais c'est assez rare, finalement, la création de données. C'est plutôt récupérer de la donnée déjà existante dans des applicatifs ou qu'on peut capter à droite à gauche, ou qu'on peut récupérer par des open data. Et voilà, pour avoir l'ensemble de tout ce qui est vraiment directement lié au cœur du sujet et tout ce qui est connexe, qui permet d'avoir tout le spectre pour ensuite décliner le sujet. Donc voilà, donc pour moi, c'est la poule. J'ai envie de dire la poule aussi. Non, mais je vous redonne un exemple de terrain. Donc on est en sécheresse, on s'attaque aux fuites. Et quand on analyse la façon dont des tuyaux peuvent fuir, il y a des variables qu'on n'imagine pas toujours, mais qui sont le trafic sur la route,
la sécheresse, parce qu'en fait la sécheresse change la donne, parce que le sol va sécher, ça va faire bouger les tuyaux, et donc il y a un panel de variables à partir desquelles on va utiliser une intelligence artificielle, enfin, pour pouvoir être prédictif en fait, prédictif, etc. Donc on est bien sur un besoin métier, et on essaye d'appliquer des solutions. Et on s'était dit, on va avoir plein de données, puis on verra ce qu'on peut en faire. Alors on a eu plein de données, puis on dit qu'est-ce qu'on fait de ça? Puis après, en gros, on n'en fait rien, quoi. Parce que tant qu'on n'a personne qui nous dit, tiens, il faudrait quand même que tu me décortiques tel sujet, eh ben oui, on voit qu'on a des données sur la météo, on voit qu'on a des données de stationnement, mais pour autant, ça ne nous permet pas de nous dire les gens viennent plus en voiture quand il pleut ou pas, quoi. Ça, on ne sait pas, quoi. Voilà. Donc, on a vraiment besoin d'avoir une question pour pouvoir y répondre. Et après, on regarde quels sont les éléments qui nous permettent de répondre à la question. Rémi Biwis, vous, le plein de données, ça, vous connaissez? Ah bah, tout à fait. Le plein de données, c'est pas un problème dans le groupe SNCF. On gère plusieurs pétaoctets de données. Donc c'est vraiment des volumes colossaux. Et l'idée, c'est vraiment de quelle valeur on va tirer de cette donnée. Et donc on parlait de cas d'usage. Et nous, donc la stratégie qu'on a opté pour la déclinaison des cas d'usage métiers, finalement, c'est de faire appel, donc faire un lien avec des équipes techniques, plutôt de notre côté, donc, où nous, on a des outils plutôt orientés IA, par exemple, sur la partie Big Data, et le lien avec des équipes beaucoup plus opérationnelles, beaucoup plus terrain, finalement, pour récupérer le besoin métier en région. Donc, on s'appuie sur les 574, notamment donc, celui d'Occitanie, donc, qui m'a fait intervenir aujourd'hui. Et l'idée, c'est qu'on explique finalement à ces équipes terrain, donc les technologies qu'on a développées, toute la partie innovation finalement du groupe, qu'est-ce qu'il est possible, et eux le mettent en relation avec le terrain finalement par rapport au cas d'usage métier qui émerge du terrain. Et c'est ce lien-là finalement qui nous permet après d'avoir des cas d'usage pertinents qui ont de la valeur pour le groupe. Et donc c'est cet arbitrage-là après qui est fait tout au sein du groupe. Est-ce que vous avez un exemple justement de cas d'usage Alors typiquement, j'ai un cas d'usage donc récent, qui fait le lien avec notamment la consommation d'électricité du groupe SNCF. Donc il faut savoir que le groupe SNCF est le plus grand consommateur d'électricité en France. Donc sur la partie motrice de traction, donc pour faire fonctionner un train, donc il y a énormément d'énergie qui est en jeu. Donc pour ce faire, donc le groupe SNCF achète de l'électricité sur les marchés via une filiale. Donc on a une filiale qui a le même statut de fournisseur d'électricité comme on pourrait avoir Total Energy finalement. Donc on a une filiale qui s'occupe de ça et de faire de l'achat sur les marchés émergents. L'idée, c'est pour faire en sorte que le billet soit le moins cher possible et qu'on achète les bonnes quantités d'électricité pour le groupe. Donc quand la région nous propose son plan de transport finalement 3 ans avant la réalisation, donc nous on essaye d'anticiper au maximum la consommation électrique qu'on va avoir besoin. Cette consommation électrique, elle n'est pas si triviale à déterminer puisqu'elle dépend d'énormément de facteurs. Elle dépend de la météo, elle dépend des trains qu'on va avoir, elle dépend de l'opérateur qui va faire la conduite finalement du train, elle dépend du tonnage du train, donc le poids du train finalement, elle dépend du temps de stationnement, donc il y a énormément de variables qui rentrent dans la composition de la consommation d'électricité journalière. Et à titre de comparaison, donc le groupe SNCF consomme l'équivalent d'une centrale nucléaire par an qui tournerait juste pour le groupe SNCF. Donc l'idée, c'est de pouvoir finalement acheter au juste prix sur les marchés pour éviter que le montant du billet s'envole, de consommer d'acheter le juste besoin en électricité pour éviter d'alourdir la facture et après de guider finalement jusque dans la cabine le conducteur sur les gestes d'éco-conduite pour faciliter et économiser l'électricité au quotidien. Donc voilà. Et est-ce que justement en étudiant ce cas d'usage, enfin en le résolvant, est-ce qu'il y a eu par sérendipité en fait des résultats inattendus qui sont allés au-delà de juste les objectifs initiaux? Tout à fait. En fait, il faut savoir qu'on n'est pas arrivé à ce résultat du jour au lendemain. Ça a été tout un chemin. Dans un premier temps, on a fait des prototypes, on a fait des premiers modèles. Les résultats étaient satisfaisants. Pour autant, l'idée, ça a été de toujours aller chercher le gain supplémentaire
les nouvelles sources de données, toujours aller chercher le plus de performance. Et une fois qu'on a fait ce tri, on s'est rendu compte finalement qu'il y a certaines données qui influaient beaucoup plus que d'autres et parfois des données inattendues. Donc ça a un peu été le cas. Notamment, on avait pressenti que la météo était un facteur important, mais parfois la résistance du vent, par exemple, l'impact sur une motrice, ou par exemple les temps de stationnement, on ne se rend pas compte, mais aujourd'hui, un train, tellement il est lourd et tellement il est long, le redémarrage d'un train, c'est ce qui consomme quasiment le plus d'électricité. Et donc l'idée, c'est de, par exemple, stopper l'arrêt des trains en ligne. Et ça, c'est quelque chose qu'on a découvert finalement par opportunité au fur et à mesure du cas d'usage. Tout à fait, parce que finalement, alors, les trains, effectivement, sont souvent arrêtés. Alors, ça ne concerne pas les trains voyageurs, enfin le moins possible, on espère en tout cas, mais plutôt tout ce qui va être train de marchandises, donc tout ce qui est fret. Et ça tombe bien, puisque le fret, c'est les trains les plus lourds. Et c'est souvent aussi les trains les plus longs. On peut avoir des trains qui sont des fois de plus d'1 kilomètre de long. Donc l'idée, c'est de se dire que finalement, ce train qui est très long, qu'on dépriorise historiquement, parce que on se dit, le voyageur, c'est toujours le plus important, etc. À la minute près, on va essayer de respecter le plan de transport. Mais parfois, en fait, derrière, la consommation d'électricité induite, elle est démentielle. Et donc c'est ça, en fait, ces cas d'usage-là et ces enjeux-là qu'on n'avait pas vus spécifiquement, mais aujourd'hui qui rentrent en compte dans l'arbitrage des circulations du groupe SNCF. Alors on voit que justement, data, IA, consommation. Comment on fait la balance justement sur l'apport que peuvent avoir les traitements de données par rapport à ce que ça peut coûter en termes de consommation d'électricité et d'eau, notamment, Christophe Audoin? En fait, depuis 3 jours, j'ai discuté avec beaucoup de monde et on n'arrête pas de parler de l'impact CO2 du numérique. Il y a un impact eau. Je ne sais pas si vous savez, dans les discussions, parce que le numérique consomme pas mal d'eau, et donc c'est un vrai sujet à optimiser. Quand on discute avec la région ou sur des grands projets, en fait, aujourd'hui, il y a des projets de méga factory qui sont remis en cause parce que la consommation d'eau est très importante. Il y a un projet de fabrique de puces à Grenoble qui a pas mal défrayé la chronique, mais il y a une grosse usine de Meta en Espagne, en Castille, qui est en construction, et la consommation va être de l'ordre de 10-15% de toute l'agglomération. Donc le numérique est utile, mais le numérique a des impacts. Je suis aussi, excusez-moi, mais vice-président de la mêlée, et la sobriété numérique est un sujet, mais ce n'est pas un sujet que pour le CO2, c'est un sujet pour l'eau, c'est un sujet pour les minéraux. Et donc on voit bien qu'on a besoin des outils numériques, il faut les utiliser avec intelligence, et en même temps il y a un impact. C'est les deux. Donc on n'a pas le choix, quoi. Il faut trouver des solutions équilibrées. C'est complexe, donc là il faut des calculs. C'est un peu comme quand on doit arbitrer sur des choix complexes, il faut pouvoir calculer aussi. Alors est-ce qu'on a toujours besoin justement de data ou de numérique Sandrine, est-ce que vous avez un exemple justement par rapport à ça? C'est l'exemple que j'ai déjà donné hier, mais je vais le redonner. Non, alors on a besoin de data, mais parfois on a besoin de petites données. Donc on est sur du mini data, pas du big data. Dans nos histoires de lutte contre le gaspillage alimentaire, on a un algorithme de prédictivité, etc. Mais d'abord qui ne tourne que sur 90 jours de données ouvrées, donc c'est pas si gros que ça. Et puis on a mis en place un outil tout idiot, hein, c'est un formulaire, c'est un questionnaire où les dames de cantine, elles demandent aux enfants de maternelle et d'élémentaire, j'aime pas, il y en a assez, il n'y en a pas assez, il y en a trop. Voilà. Et à partir de ces réponses à ces 5 questions très simples, eh bien, la cuisine centrale est en capacité d'adapter les menus et le poids des portions par rapport aux réponses des enfants, chose qu'ils n'avaient pas précédemment. Alors ça reste du numérique, mais on n'est pas du tout dans le big data, on n'est pas dans l'IA, on est dans un truc ultra basique, quoi. Mais ils n'avaient pas. Est-ce que ça vous parle, ça? Tout à fait. En fait, c'est aussi un de nos enjeux, puisque, alors, effectivement, nous, on est une grosse maison. On a tendance souvent à répondre aux petits besoins avec le grand bazooka. C'est malheureusement un grand travers de la maison. Et donc, on a travaillé beaucoup sur le sujet du numérique responsable. Et l'idée derrière qu'on a, donc, il y a différents sujets. On essaye de faire de promouvoir les sujets d'éco-conception. Et aussi de se dire que pour tous les besoins, on n'a pas forcément toujours envie de sortir l'artillerie lourde et de limiter finalement les usages data. Donc nous maintenant, ce qu'on fait sur les projets, c'est qu'on essaye donc de monitorer la consommation de CO2,
Donc notamment, c'est des outils qu'on a mis en place pour suivre les usages numériques du groupe et sur les différents projets. Et on essaye aussi de faire la chasse au gaspillage sur cette partie numérique, en limitant les projets qui auraient le moins de valeur finalement pour le groupe. C'est un peu ça notre réponse par rapport à ces plus petits besoins et ces cas d'usage un peu plus modestes finalement. Est-ce qu'à la région, justement, on accompagne pour justement aller... Là, c'est aussi un facteur, j'imagine, de compétences, d'aide à la conception, d'aller un peu plus loin, justement, dans l'innovation. Est-ce que la région accompagne ? Alors, accompagne quoi ? Le numérique responsable. Le numérique responsable, la formation, justement, pour aller vers ces sujets-là de manière un peu plus... Donc, nous, on accompagne tout, de manière générale. Mais oui, en effet, alors, le numérique responsable, c'est une des 3 thématiques prioritaires du contrat de filière numérique, qui est naissant, il a 1 an et quelques, il a été signé d'ailleurs à la mêlée. Donc le contrat de filière numérique, c'est le cœur de filière. C'est une vingtaine d'acteurs qui sont associés pour travailler ensemble des sujets d'importance régionale en matière de numérique. Le numérique responsable, c'est un de ces sujets-là, avec la cyber, avec l'IA. Parce que le numérique responsable, c'est au-delà de la consommation énergétique d'un data center ou d'un traitement. C'est des cycles de vie de matériel, c'est des pratiques d'éco-conception, vous l'avez dit, c'est beaucoup de choses qui, si on les prend suffisamment tôt et suffisamment ensemble, peuvent en effet améliorer la situation. On note aussi, nous, et avec les pôles, chers collègues, on note aussi qu'il y a un bel élan d'innovation dans les entreprises qui, pour certaines, conçoivent des systèmes d'IA pour améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments, pour améliorer l'efficacité énergétique des champs photovoltaïques ou des fermes solaires. C'est l'inverse, des champs solaires ou des fermes photovoltaïques. Bon, enfin, vous m'avez compris. Bref, les entreprises travaillent aussi pour améliorer l'efficacité globale des systèmes. Donc nous, région, au titre de l'innovation, au titre de la digitalisation des entreprises, puisqu'on soutient les filières forces de l'Occitanie dans leurs besoins, dans leurs efforts de digitalisation, et à chaque fois, on essaie que ce soit vertueux. Et le numérique responsable, je l'ai dit, on a associé tous les acteurs de la filière numérique pour faire en sorte qu'ensemble, il y ait des pistes qui soient dégagées, en lien avec les territoires aussi. Je vois Anne-Claire pour le Sicoval qui est là. Je sais que c'est important pour vous, parce que c'est aussi affaire d'inclusion, c'est aussi affaire... Ça déborde des enjeux énergétiques et rapidement, on peut aller aussi dans le sujet de l'éthique. Donc rapidement, c'est quelque chose qui devient très vertueux dès lors qu'on le prend ensemble. Voilà. On n'a pas trop parlé exactement de la data utile, mais comment vous réagissez ou comment vous mettez en œuvre justement dans vos cas d'usage cette idée de data utile ? Est-ce que ça fait partie vraiment de la phase de conception, de la réflexion, ou est-ce que finalement ça devient après une obligation un peu technique ? Parce que trop de données, c'est quand même beaucoup de gestion, beaucoup de consommation. Alors en fait, nous, on le voit plutôt à l'inverse. C'est qu'est-ce qui va nous être utile et on essaie d'aller le récupérer. Parce que c'est quand même le premier sujet. Je ne veux pas dire qu'on a trop de données. En fait, on n'a pas trop de données. Alors, la donnée utile, c'est plus se dire, voilà, j'ai besoin vraiment de ces données-là pour pouvoir répondre à mon cas d'usage et puis je ne vais pas aller m'embêter avec le reste. Mais celles-ci, là, il me les faut vraiment. Et voilà, et elles sont vraiment dans le genre utile, indispensable. Je le vis plus comme ça, plutôt que de me dire j'ai pléthore de données, comment je fais le tri, C'est qu'en fait, quand on bâtit les cas d'usage à chaque fois en réponse à une question, on commence par établir qu'est-ce qui va être utile, qu'est-ce qui va être nécessaire, qu'est-ce qui va être indispensable. Et de fait, on va pas aller se dire, on va pas aller s'encombrer de quelque chose qui n'est pas considéré comme indispensable. On prend plutôt dans ce sens-là. Je mettrais un autre qualificatif, c'est la qualité des data, parce qu'en fait, ça fait quelques temps que je travaille, et les problèmes de data, avant l'hier, on a toujours eu des problèmes de data, et on a toujours eu des problèmes de qualité des data. Parce qu'à un moment, comment on fait le tri, alors, je pense que c'est important de trier avec une finalité, pour répondre à une question, un objet, mais pas oublier la qualité. On parle beaucoup de quantité des data, mais la qualité est un vrai sujet. La donnée moisie, je pense que tout le monde a ça chez lui, sauf que c'est pas très utilisable. Donc, et tout à fait. Donc du coup, l'enjeu, je suis complètement aligné sur le fait que l'idée, c'est déjà de savoir pourquoi on veut utiliser et quelles données on a besoin. Et après, nous, le sujet, ça a été de monitorer finalement toute la donnée pour voir quelles sont les données utilisées et d'essayer de comprendre derrière pourquoi les données n'étaient pas utilisées. Parce que finalement, nous, on a un système où on a récolté par l'historique et par l'ancienneté beaucoup de données. Et on s'est aperçu qu'il y avait finalement certaines données qui n'étaient pas du tout utilisées, donc certains SI à décommissionner,
ou alors des problématiques de qualité de données, on en a parlé notamment, et en se rapprochant après des utilisateurs, d'essayer de comprendre finalement pourquoi cette donnée elle est utilisée, pourquoi celle-là ne l'est pas, et d'essayer de tirer le fil à chaque fois pour rationaliser finalement la donnée qu'on a au sein du groupe. Est-ce que justement sur la donnée, la bonne donnée, notamment sur l'eau, sur la gestion de l'eau, Christophe, vous avez besoin, j'imagine, d'aller chercher des données privées, des données publiques. Est-ce que comment ça se passe? Alors, il n'y a pas de mur entre public et privé, parce qu'en fait, un contrat, et c'est le cas à Toulouse aussi, hein, donc nous, on a des contrats de délégation de services publics, dans lesquels les collectivités nous transmettent des infrastructures qu'on doit exploiter, et les données sont devenues des infrastructures. Ça veut dire ce qu'on appelle des biens de retour dans nos métiers, c'est-à-dire on va prendre les données, on va les gérer, on va les rendre à la collectivité à la fin, comme on rend les tuyaux, les usines, etc. Donc il y a une collaboration et parce que c'est contractuel, il y a des règles du jeu qui se sont construites au fil du temps. Et l'idée, c'est de les récupérer avant la fin aussi, de les avoir aussi en cours de route, parce que c'est long. Est-ce que justement, il peut y avoir des cas d'usage qui sont connexes comme ça, ou qui se répondent par du partage ou... On ne l'a pas encore croisé, mais il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas, quoi. Voilà, c'est juste qu'on n'a pas eu encore à ce jour de sujet, nous, côté métropole, qui ferait qu'on s'adresserait à nos délégataires pour dire, voilà, sur le sujet de l'eau, quoi. Mais ça va venir. Ouais, moi, j'ai un projet qui est émergent et qui va toucher la métropole sur la réutilisation des eaux usées. Quand on parle réutilisation des eaux usées, on va parler gestion des espaces verts dans la ville, on va parler lavage des rues, etc. Et donc, autour de ce type de service, il faut se coordonner et il faut de la donnée. Qu'on réutilise l'eau de la piscine Nakache, oui, en fin de saison, oui. Voilà, une fois qu'elle est bien verte avec des grenouilles, eh bien, oui, pour les arbres. Pour les arbres, mais oui, voilà, les grenouilles, ça les gêne pas, quoi. Rémi Béoui, si vous voulez réagir. Oui, sur le partage de la donnée, donc nous, c'est des demandes qui émergent de plus en plus finalement avec la région, puisque la région est autorité organisatrice de transport avec l'ouverture de la concurrence. Et finalement, la région, désormais, se mobilise beaucoup sur la récupération des données que l'on possède, nous, au sein du groupe. Et l'enjeu de la région, c'est aussi de pouvoir challenger ce que fait le groupe SNCF et le challenger par la data notamment. Et on a tous entendu que c'était en cours. On a en tant qu'autorité organisatrice de transport, mais pas que. C'est pas que dans le domaine des transports. Le sujet de la récupération de la donnée, d'abord pour notre BI, parce que souvenez-vous, dans les années 2010, on faisait de la BI. On en fait toujours. On a toujours eu donc grand peine à obtenir des données. C'est pas facile d'avoir des logiques d'API avec des données structurées qui ne bougent pas dans le temps, qui soient correctement renseignées, la qualité, avec des droits d'usage qui peuvent être clairement définis. Bon bref, donc c'est vraiment un chemin que nous devons faire ensemble. J'ai souvenir, même si je suis un peu hors sujet par rapport aux 3 thèmes du jour, j'ai souvenir d'un premier deal fait avec Pôle emploi qui nous avait permis de monter un cas d'usage IA utile ensuite quand on cherche à se former pour changer de métier. Et l'idée, c'était de rapprocher les offres d'emploi existantes sur le marché avec les offres de formation existantes sur le marché. Les deux ne correspondant pas toujours. Donc le nœud du sujet, c'était vraiment d'arriver à apaiser, donc arriver à capter de la donnée massive, détenue par un tiers qui lui-même est massif, propre, à jour, avec des conventions, et trucs comme ça. C'est pas simple. Non. Et on est en chemin, on est sur les rails pour On y travaille en tout cas, on y travaille et en fait ça fait partie souvent des exigences en tout cas que demandent et que met en avant les régions dans le cadre de l'ouverture à la concurrence. Et ça fait partie des conditions sine qua non finalement pour être partenaire et opérer en tant que transporteur sur la région. Et pour compléter, effectivement, dans les marchés publics, alors ceux de la métropole parce que je les connais, mais on n'est pas la seule collectivité à le faire. On a tous des clauses spécifiques data qu'on étoffe au fil du temps pour dire en gros, je le fais simple, les données nous appartiennent et puis on en fait ce qu'on en veut, quoi. Donc voilà, je le fais simple. Et puis si possible, on veut les récupérer par API. Voilà, c'est les 3 conditions. Alors c'est très joliment écrit juridiquement, hein, mais le fond de l'idée, c'est ça. Et si la donnée n'est pas donnée, pénalité. Ça, c'est d'accord. Et juste, parce qu'en fait, c'est quand même... Moi, je vous ai parlé de nos métiers, on mettait du digital, mais en fait, ça nous fait sortir de nos métiers. J'ai en tête le contrat qu'on a à Dijon,
où il y a justement un entrepôt de données. Et donc on a travaillé sur ce projet, ça fait plus de 5 ans, je pense que ça a commencé. Et au final, on a fait de la circulation et des feux rouges. Ce qui n'était pas notre métier de base, mais en fait, en travaillant autour des données, autour des cas d'usage, etc., ça nous amène à évoluer, quoi. Justement, en quoi ça peut amener à évoluer là, ce croisement de données ou des cas d'usage? En quoi ça permet d'innover? En tout cas, nous constatons que l'innovation, c'est faire parler la même langue, déjà entre le monde de la recherche, de l'université pour faire court, et le monde de l'entreprise. C'est déjà beaucoup. C'est deux mondes d'excellence, mais qui ne parlent pas la même langue. Bon. L'innovation est là pour réconcilier ces deux mondes. Et là, vous rajoutez une couche de complexité, parce qu'en plus, il faut parler la même langue entre des organisations qui ont parfois des intérêts compétitifs. Donc, ça fait beaucoup de langues à apprendre. Mais l'énorme vertu du partage de la donnée à des fins de cas d'usage précis, c'est-à-dire palpables, utilisés, utilisables, et ça, c'est de devoir passer par cette étape de parler la même langue. Voilà. C'est le principe de l'innovation, et c'est, je crois, l'enjeu de toutes les filières, pas que les 3 qui sont à l'ordre du jour, mais de toutes les filières. C'est clair, alors, un pôle de compétitivité, c'est fait pour ça, hein, puisqu'on a tous les universitaires et les entreprises, avec des objectifs communs, mais même entre nous, là, on est parti de métiers, de choses très différentes, et ce sujet du numérique nous fait parler la même langue. Et on le voit bien. Et quand je parle, je sais pas, au pôle Agri-Ouest, qui est le pôle qui travaille sur l'agriculture, ben on va parler d'eau, on a des choses en commun, et on va parler de numérique. Et finalement, c'est un fil rouge qui permet de travailler. Après, il faut avoir des objectifs, des projets, pas se parler pour le plaisir. Mais Vous vouliez réagir? Non, j'allais dire qu'on aime bien se parler pour le plaisir. Mais c'est vrai que l'idée, et ce qui nous réunit aujourd'hui, en règle générale, c'est la donnée et le numérique. Et aujourd'hui, en tout cas, dans nos pratiques, nous, on essaye de s'inspirer beaucoup finalement de la volonté, par exemple, des régions, mais aussi de ce que font d'autres entreprises françaises pour essayer de voir finalement si on ne peut pas challenger notre modèle et si on ne peut pas aboutir à quelque chose qui est plus responsable et en même temps qui répond mieux aux besoins de reporting, par exemple, sur la data. Et est-ce que vous avez eu chacune justement des cas d'usage qui vous ont fait complètement changer de cap ou changer d'état d'esprit, soit par rapport à justement l'utilisation du traitement de données ou de l'intelligence artificielle ou de la data, et finalement un peu un cas d'usage un peu écueil qui vous a un peu remis en question? Écueil, non, mais il y a toujours des projets qui se passent mal, bien évidemment, qui prennent plus de temps que prévu, avec des complexités plus longues que prévues. On est dans des domaines, nous, de R&D, où forcément, on attend des résultats et on ne sait jamais prédire le résultat au préalable. Mais un des grands écueils et une des grandes trajectoires, ce serait à refaire qu'on ne ferait pas. Donc nous, quand on a parti sur le cloud, on est parti au début plutôt en Irlande. Je ne citerai pas le nom de l'entreprise, mais parce que finalement les technologies étaient plus matures et on s'est posé après les questions de numérique responsable et de souveraineté aussi de la donnée. Et le fait de devoir basculer, finalement, même si c'est la même entreprise, d'Irlande vers la France, ça n'a pas été quelque chose de trivial et ça a été quelque chose de très douloureux et très coûteux pour le groupe, finalement. Moi, je voudrais répondre à la question à l'envers en parlant d'une happy end, en tout cas probable. Pendant des années, on a cherché à savoir collectivement quoi faire de la donnée spatiale, de l'imagerie spatiale. On en avait des caisses, ça coûtait un pognon de dingue, et on cherchait nos cas d'usage. Alors, on ne compte plus le nombre de séminaires, de plateformes, de structures, enfin bref. Qu'est-ce qu'on va faire de ce truc? On en a vraiment, c'est des terras et des terras qui tombent tous les jours. Enfin bon, qu'est-ce qu'on fait de ça? Jusqu'au jour où, enfin, dans la transition climatique, pour la transition écologique, pour améliorer les conditions de suivi et de prévention de la sécheresse, etc. Maintenant, ça y est, on sait. Les maladies dans le monde agricole, etc. Donc maintenant, ça y est, on sait que c'est une donnée utile, alors qu'au départ, on pouvait clairement se poser des questions parce qu'on cherchait quoi. Je crois qu'aujourd'hui, on sait quoi faire de la donnée spatiale. Peut-être un cas d'usage. Le premier qu'on a traité, alors je ne vous dirai pas quoi parce que je ne veux pas stigmatiser personne, mais en tout cas le tout premier qu'on a traité, on a répondu à peu près à 96% des demandes du métier. Les 4% manquants font que pour eux c'est 100% bullshit, quoi. Voilà. Donc on a laissé de côté, on a travaillé avec d'autres, et puis
il y a des gens qui changent et puis finalement il y a des portes qui se réouvrent et donc on va pouvoir y revenir, quoi. Mais voilà, c'est toujours, si c'est pas, c'est bien en informatique, hein, 99% compatible, c'est 100% incompatible, quoi. Donc voilà, et donc on était dans cet écueil-là, mais qui était très humain en fait, qui n'était pas technique. Je vais dire la même chose, parce qu'en fait, moi, en y pensant, ce qui se passe, les problèmes ne sont pas techniques en général. C'est que quand on fait une construction autour de la data, c'est en général quelque chose de collaboratif. Et il faut que les acteurs acceptent de travailler ensemble et de le faire sur la durée. Et je pense que cette dimension humaine est importante. Est-ce que justement vous pensez que là, le fait de monter en compétences, de faire de l'acculturation, de monter en maturité, que les équipes, qu'un peu tout le monde, même les citoyens montent en maturité, ça va justement permettre d'aller plus loin? Ou pas. Attends, je parle d'eau. Non, mais quand on est sur ce problème de sécheresse, de conflit d'usage et de partage quelque part qui doit évoluer pour s'adapter, il y a deux solutions. Soit les gens acceptent de travailler ensemble pour un intérêt collectif, soit ils se replient dans leur jardin et ils défendent leur... Donc la donnée n'est pas si facile à partager. Les deux solutions sont possibles. Alors moi j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait des études en cours menées par les branches professionnelles sur les métiers. Je reviens là-dessus parce que c'est quand même pas neutre. On constate que l'IA data, IA, c'est quand même la première techno qui rentre dans l'entreprise par le bas. C'est-à-dire que ce sont les salariés, d'abord dans leur coin sans le dire, ensuite dans leur coin en le disant, et puis ensuite, enfin, j'ai envie de dire, en étant organisé pour ça, qui s'emparent de l'IA générative pour l'essentiel, qui s'emparent de l'IA pour la tester dans leur quotidien, gagner du temps, se dégager du temps, etc. Ça arrive par le bas. Donc ça va changer les choses, ça va faire muter les métiers, et il est probable que la stratégie ensuite s'en empare et que les organisations en tiennent compte, etc. Mais je voudrais quand même redire que les métiers sont impactés, le seront de plus en plus, et ça revient par les salariés. C'est moins une affaire de stratégie d'entreprise qu'une affaire de gestion de compétences, enfin de gestion de culture d'entreprise avec les compétences au cœur. Oui, et c'est d'une part une formidable opportunité, puisque du coup, on a plein de cas d'usage qui remontent en opérationnel, donc c'est une très bonne chose. Après, bon, il faut faire un peu le tri, puisqu'il y a des initiatives communes, mais c'est une bonne chose, je trouve. Mais l'ouverture, après, donc sur de l'IA générative, ça cause aussi pas mal de problématiques, notamment sur des sorties de données vers des IA génératives qui ne sont pas françaises, par exemple, et dont les données sont captées finalement pour être réentraînées et mises à disposition de tous. Donc il y a eu ces problématiques par contre de confidentialité de la donnée qui ont été induites, je trouve, avec l'avènement de l'IA. D'où les salariés en fait n'étaient pas forcément au courant finalement de cette fuite potentielle de données et qui ont partagé des données parfois stratégiques. Ouais, merci, on en a parlé à la table ronde sur la souveraineté justement. Il reste 7 minutes. Peut-être qu'on peut prendre des questions. Est-ce que vous avez des questions auxquelles pourraient répondre nos intervenants ou intervenantes? Ou est-ce que vous avez des choses à ajouter? Oui, moi j'ai une question autour de la data. On a parlé de l'eau. Quelles sont les initiatives autour du grand cycle de l'eau avec la data et dans quel objectif finalement pour les territoires? Alors moi je peux citer un projet Germ of Life qui est conduit, je crois qu'il est conduit par la Grèce. Enfin, je crois pas, j'en suis sûr. C'est un projet européen qui associe plusieurs pays, Espagne, Italie, France, Grèce, Chypre, avec quelques régions embarquées, dont nous faisons partie. Un industriel pour le compte de la France qui est Atos, et qui vise effectivement à réfléchir à ce grand cycle de l'eau, en particulier pour prévenir et accompagner les sécheresses, enfin les crises de sécheresse et le changement profond et durable des paysages, des agricultures, des ressources, des nappes, de l'enneigement, etc., etc. Donc c'est un projet colossal qui est évidemment pluriannuel, à tiroirs multiples, et dont aujourd'hui nous savons qu'il se concentre pour l'instant, c'est pour vous dire le temps long, hein, pour l'instant, dans la définition d'indicateurs et pour y arriver, dans la conception de modèles IA appliqués à l'imagerie satellitaire notamment, capables de générer ces indicateurs. Donc on est loin encore d'un résultat qui consistera à monitorer, si j'ose dire, la catastrophe. Mais l'initiative existe, elle mérite d'être soulignée et elle est d'ampleur européenne parce que je crois que la question que vous soulevez est forcément d'une ampleur au moins continentale. Alors, je pourrais rajouter sur le territoire de Toulouse Métropole, qui est donc bien plus petit, on a une compétence qui est liée à la surveillance des crues. Donc voilà, on est GEMAPI, je voulais éviter
l'acronyme qui ne parlait pas forcément à tout le monde. Donc voilà, donc on travaille sur ce sujet-là, donc avec la mise en place de repères de crues pour pouvoir monitorer effectivement la montée de la Garonne. Alors c'est vrai que depuis 2 ans, elle monte moins, quand même, on le voit. On voit plus les posidoniques que l'eau qui passe par les dégueuloirs du Pont-Neuf, mais on surveille ça pour justement dans le cadre de nos compétences. Pas nos camarades du GIEC, parce que c'est quand même des gens qui, depuis longtemps, font un travail de traitement des données qui nous ouvrent la voie vers tous ces sujets. Les catastrophes sont le versant de la sécheresse. Une ville comme Carcassonne a été gravement touchée par des sécheresses et il y a eu des morts aux inondations à quelques mois d'écart. Donc le monde dans lequel on est conditionné par ça. Puis je voudrais faire un petit clin d'œil amical parce qu'il paraît qu'il y a des jumeaux numériques sur des bassins comme la Gironde qui font un travail de ce type-là. Merci pour la transition, Christophe. Je voulais vous inviter justement, on va enchaîner très rapidement. Il y a 3 petits pitchs d'1 quart d'heure chacun, dont le premier va être sur le jumeau numérique du fleuve Garonne, développé par le Grand Port Maritime de Bordeaux. Et dans la foulée, on descendra au pas de course, parce que je viens de recevoir un message d'Edouard qui me dit « il faut qu'on tienne le timing, ça va commencer à 17h45 ». Dans la grande salle en bas du Grand Hall, il y a la keynote conclusive de ce Data Day par Axel Lemaire, secrétaire d'État au numérique et directrice développement durable de Soprasteria, qui est là. Donc je vous propose, je ne sais pas s'il y a une dernière question, sinon en fait qu'on... Il reste 3 minutes. Ouais, mais donc si on peut les gagner, ça nous évitera de courir les escaliers, c'est ça. Je ne sais pas s'il y avait une question brûlante. Et sinon, on va vous remercier tous les 5, Marine pour l'animation.